Chaque année, au mois d'octobre, des milliers de touristes visitent le Népal dans un but bien précis, atteindre le sommet du circuit de l'Annapurna, le 10e sommet le plus haut du monde. Mais cette année, une tragédie a frappé. Une tempête de neige massive s'est abattue sur la région, tuant au moins 40 personnes. Les autorités népalaises ont mené une opération d'envergure pour retrouver les survivants des avalanches. Près de 600 randonneurs et guides ont été secourus. Mais alors que le pays commençait tout juste à se remettre de ces événements, un autre accident. Un bus rempli de passagers qui rentrait d'un festival hindou a dévié de son chemin en montagne. Bilan, 14 morts et des dizaines de blessés. La police enquête encore sur les causes du crash, mais l'entretien des routes et des véhicules est un problème répandu au Népal. Le gouvernement a promis de renforcer la sécurité dans le tourisme local pour éviter de tels incidents à l'avenir. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Népal. Bonjour et bienvenue, merci de votre fidélité. Focus cette semaine sur le Népal, pays qui a souffert, vous le savez, d'une double tragédie ce mois-ci avec une tempête de neige mortelle d'abord qui a coûté la vie à des dizaines de personnes et puis un accident de bus qui lui aussi a fait 14 victimes. Alors pour nous éclairer sur cette situation après ces deux drames, on va tout de suite rejoindre notre correspondante à Pokhara, Sivan Raviv. Sivan, bonjour. Bonjour. Sivan, vous avez rencontré les rescapés de l'avalanche, que vous ont-ils dit sur place ? Oui, j'ai rencontré plusieurs survivants de cette tempête tragique à Annapurna. Ils m'ont raconté des histoires terrifiantes. Ils ont marché pendant 13 heures dans le froid glacial. Certains ont perdu leurs chaussures, leurs gants. Ils n'étaient pas habillés correctement. La nuit, il faisait noir, ils ne pouvaient rien voir. Certains ont perdu leur chemin. Certains sont morts du froid. J'ai parlé à des groupes qui ont été séparés avec des amis qui n'ont pas survécu. Tous ces randonneurs sont à la base venus ici pour s'amuser. Mais là, ils étaient face à des questions et décisions morales très difficiles. Est-ce que je sauve mon ami ou je me sauve moi-même? Est-ce que je continue à avancer même s'il y a des gens qui m'appellent à aider? Si je les aide, je pourrais mourir. Donc, ce sont des questions très complexes que les survivants ont dû se poser et la plupart d'entre eux ressentent de la culpabilité à propos de cela. Alors, 2 semaines se sont écoulées depuis la catastrophe. Est-ce que vous pouvez nous dire si le gouvernement népalais a réellement pris des mesures de prévention pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus à l'avenir ? Vous savez, l'économie du Népal est largement basée sur le tourisme et le circuit de l'Annapurna attire environ 1/3 des touristes du Népal. Donc cette tragédie de l'Himalaya pourrait gravement affecter l'économie nationale. Après la tempête, le gouvernement a envoyé des équipes militaires et des hélicoptères pour chercher des corps et traiter les survivants. Mais certaines personnes disent que l'armée n'était pas bien préparée pour traiter l'hypothermie et les gelures. Une partie du circuit de l'Annapurna a été fermée pour quelques jours et le gouvernement népalais a été fortement critiqué pour ne pas avoir de système d'avertissement climatique. Et donc les autorités vont mettre en place des nouvelles lois d'ici avril avec ce type de système et des règles plus strictes pour les randonneurs. Sivan Raviv depuis Pokhara au Népal, merci beaucoup. Merci. Le Népal, l'une des destinations les plus prisées des amateurs de randonnée, les célèbres trekkers. Selon les chiffres de l'autorité du tourisme, ce sont près de 800 000 touristes étrangers qui ont visité le pays l'année dernière. Le tourisme, un secteur important au Népal donc, mais les récents accidents sur place pourraient avoir eu un impact sur l'industrie. Pour en parler, on rejoint Shyam, il est directeur d'une agence de voyage sur place. Shyam, namasté, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on sait que c'est la période privilégiée des amateurs de trekking dans l'Himalaya. Est-ce qu'après ce drame, vous avez enregistré une baisse des réservations ? Vous savez, après cette tragédie, on voit bien sûr une grande baisse dans les réservations. Il y en a eu beaucoup moins. Au début, on a même eu une interdiction de faire sortir des randonneurs pendant 6 jours. Ces derniers jours, les gens recommencent petit à petit à y aller, mais il ne s'agit pas d'un grand nombre de personnes. Beaucoup de gens annulent leur randonnée dans l'Annapurna et ils vont faire d'autres circuits, un peu plus petits, même si l'activité ici semble avoir légèrement repris ces derniers jours. Shyam, est-ce qu'au fond, cette tragédie va fondamentalement changer votre façon de travailler ? Oui, vous savez, nous les agences et aussi les touristes, nous avons tous dû tirer des leçons des événements. Nous recommandons à nos clients et nos guides de bien vérifier la météo avant de partir sur le circuit, parce que c'est très important. Si le ciel est un peu nuageux, s'il neige,
On leur recommande de s'arrêter un peu avant de continuer. Si le ciel est clair et qu'il n'y a pas de problème, alors on les laisse passer. Nous essayons vraiment de bien informer nos clients. Depuis la tempête, on est beaucoup plus conscient de cela. Chiam, est-ce que vous avez trouvé les touristes dans un état d'esprit différent? Est-ce que vous les avez sentis plus renseignés, plus conscients du danger peut-être? Yes, they do. Yeah, they are very aware of this. Oui, absolument. Ils sont beaucoup plus conscients de cela et ils vérifient la météo. Mais vous savez, nous sommes dans l'Himalaya, donc les prévisions météo ne sont jamais vraiment exactes. Cela ne veut pas dire que les prévisions sont fausses, mais elles ne sont pas complètement exactes. Des fois oui, des fois non. Alors on conseille aux gens de regarder la météo et même s'il y a un problème, ils ne sont pas obligés d'annuler le voyage. Ils peuvent s'arrêter dans des villages comme le village de Manan. C'est un très bel endroit, à près de 3500 mètres d'altitude, où ils peuvent rencontrer des gens qui habitent là-bas et apprécier une vue absolument magnifique des montagnes. Donc les gens peuvent faire d'autres choses aussi. So it's going to be very interesting even until there. Chiam, tour opérateur au Népal, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Allez, c'est l'heure de faire le point de l'actualité au Népal. Voici en bref et en images les dernières nouvelles du pays. Le Népal et l'Inde ont signé un accord de coopération historique dans le domaine de l'énergie la semaine dernière à Katmandou. L'accord permet un échange d'électricité et de nouvelles collaborations dans le secteur de l'hydroélectricité entre les deux pays. L'échange a également pour but d'amplifier les relations amicales et la confiance mutuelle entre le Népal et l'Inde. Après des mois d'hésitation, le ministère népalais des Finances a enfin donné son feu vert à une proposition de construction d'un aéroport régional international dans la ville de Pokhara au Népal. La construction de l'aéroport devrait commencer cette année et coûtera environ 215 millions de dollars. Un père et sa fille, qui étaient portés disparus depuis la tempête de neige mortelle au Népal, ont été retrouvés sains et saufs. Simon et Sophie Wild, venus d'Australie, ont enfin pu contacter leur famille plus d'une semaine après la tragédie. Ils rentreront chez eux dans les prochains jours. Le gouvernement népalais a demandé à ses citoyens de ne pas allumer trop de lumière pendant le festival de Tihar, le festival annuel des lumières au Népal. L'autorité nationale de l'électricité a donné l'instruction suite aux récentes baisses de production d'électricité dans le pays. Elle a également demandé aux Népalais de ne pas utiliser des objets consommant beaucoup d'électricité pendant 3 jours ce mois-ci. Le vice-président de l'association du football au Népal, Ganesh Thapa, a été suspendu de ses fonctions récemment à cause d'une enquête qui l'accuse d'avoir détourné des millions de dollars et accepté des pots de vin pendant 19 ans. Thapa sera écarté pendant au moins 2 mois pendant que l'enquête est en cours. L'agriculture, c'est la principale activité économique du Népal. Plus de 70% de la population népalaise travaille dans ce secteur qui représente à lui seul, tenez-vous bien, plus d'un tiers du PIB national. Mais le changement climatique est une menace non seulement pour les agriculteurs, mais également pour la sécurité alimentaire dans le pays. Alors pour en parler, un citoyen népalais qui travaille aux États-Unis et qui est impliqué dans plusieurs projets humanitaires au Népal. J'accueille Ravi Kumar. Ravi Kumar, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Ravi Kumar, quel est l'impact du changement climatique sur l'économie népalaise ? Vous savez, 80% de la population au Népal vit dans des zones rurales avec pour principale occupation l'agriculture. À cause du changement climatique, il y a eu beaucoup moins de pluie au cours de la dernière décennie. La mousson est devenue très imprévisible, ce qui diminue la productivité agricole. En plus de cela, à cause du changement climatique, il y a eu plus d'inondations, d'érosion de la terre, de sécheresse et de catastrophes naturelles. Donc en fait, le changement climatique commence à avoir un impact important sur l'économie du Népal. Alors quelles sont les grandes tendances de l'économie népalaise? Est-ce que l'agriculture joue encore un rôle prépondérant dans l'économie? Ces dernières années, le Népal devient de plus en plus dépendant de transferts de fonds étrangers, ce qui mène à la croissance de certains secteurs. D'après ce que je comprends de là-bas, il y a plus d'argent qui arrive au Népal que ce qui est officiellement déclaré. Pour ce qui est de l'agriculture, elle reste cruciale pour l'économie népalaise. Mais plus le taux d'alphabétisation augmente, plus les gens ont accès à la technologie et plus le Népal trouve sa place dans l'économie mondiale. Tout ça va faire que le pourcentage d'agriculture va baisser. Est-ce que le Népal attire les investisseurs étrangers? D'ailleurs, qui sont-ils, ces investisseurs étrangers au Népal?
Je vais vous donner un peu de contexte là-dessus. Le Népal est un pays qui vient de surmonter une décennie de guerre civile. Nous avons un environnement politique chaotique et instable. Le Népal manque d'infrastructures adéquates pour l'activité des entreprises. Donc tout ça rend le Népal beaucoup moins attractif pour les investisseurs étrangers. Les investissements directs étrangers, nets au Népal, ne constituent que 0,1% du PIB. Donc c'est très bas. Mais ces dernières années, j'ai personnellement vu des entrepreneurs étrangers prendre des risques et réussir au Népal. L'un des exemples que je connais personnellement est Cloud Factory. Cloud Factory est une entreprise de technologie qui connaît un succès au Népal. Elle appartient à un entrepreneur canadien. Ravi Kumar, une note un peu plus personnelle pour terminer. Racontez-nous un petit peu d'où vous venez et comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Merci d'avoir posé cette question. Je viens de l'est du Népal, d'une petite ville qui s'appelle Janakpur. Je suis arrivé aux États-Unis il y a quelques années pour obtenir ma licence. J'ai étudié dans l'Iowa, à l'université Buena Vista, et ensuite j'ai déménagé à New York et j'ai fait mon master à l'université de Columbia. Et aujourd'hui, je travaille à la Banque mondiale à Washington. Merci Ravi Kumar de Janakpur à Washington. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Que faire de ces congés d'été quand on est étudiant? Certains optent pour des vacances farnientes au bord de la plage, d'autres choisissent la découverte. Ce groupe de 40 étudiants d'une école de management dans les faubourgs de Tel Aviv a lui opté pour des vacances utiles. Voilà 3 ans qu'ils voyagent en mission humanitaire dans des pays pauvres où ils se portent bénévoles dans des écoles sur place. Et cette année, pour la 2e fois consécutive, ils se sont rendus au Népal. Les organisateurs de ce voyage, Shahar Nahari et Maor Cohen, sont avec nous pour en parler. Alors bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors d'Israël au Népal, vous avez décidé de voyager loin pour faire du volontariat. Pourquoi précisément dans ce pays-là ? La raison pour laquelle nous avons choisi le Népal cette année et l'année dernière est simple. Lorsque nous cherchons des pays dans lesquels faire du volontariat avec une délégation de 40 étudiants israéliens, nous cherchons des endroits qui ont vraiment besoin de nous. On ne va pas aller dans des endroits où de grandes organisations humanitaires sont déjà allées. Nous cherchons des petits villages avec des écoles qui n'ont jamais reçu de l'attention. Donc lorsqu'on va au Népal, c'est exactement cela que l'on fait. On va vers les enfants qui n'ont jamais été aidés avant. Mais votre travail humanitaire finalement sur place, il consiste en quoi ? Comme Shahar l'a dit, nous allons dans les écoles parce que nous pensons que travailler avec des enfants est la meilleure chose à faire pour vraiment influencer les choses. Nous avons une première mission qui est de faire une différence, de laisser notre marque dans l'école et aussi dans les cœurs de ces enfants. Alors d'abord, on repeint les murs de l'école pour qu'elles soient différentes quand on part. Et puis ensuite, on organise des activités avec les enfants dans des petits stands où ils jouent, où ils apprennent aussi des choses sur nous, sur la culture israélienne, mais aussi sur l'écologie, sur le recyclage. Et à la fin de notre voyage, on voit vraiment les fruits de notre travail. Alors on imagine qu'au Népal, il y a certainement fort à faire, que les chantiers sont vastes. Quelles sont vos priorités réellement ? En effet, c'est beaucoup de travail. Et en gros, nous décidons d'abord de notre mission, et notre mission se divise en 2 buts précis. Le premier est d'aider les gens et de transmettre les valeurs de nos étudiants sur place. Pour cela, nous organisons toutes sortes d'activités avec les enfants. Et notre deuxième but, c'est de rendre service à notre pays aussi, à Israël. Donc lorsque nous arrivons aussi en tant que jeunes ambassadeurs d'Israël. Chaque étudiant est un ambassadeur et nous venons au nom d'Israël. Nous voulons montrer le visage de la jeune génération d'Israël. Alors Maor Cohen, justement, quels sont les besoins humanitaires sur place ? Lorsqu'on parle des besoins au Népal, on comprend qu'ils ont bien plus besoin de nous que ce que nous pensions. La première fois, lorsqu'on a choisi dans quelle école faire notre volontariat, on nous avait envoyé des photos de l'école.
Sur les photos, on a vu des enfants bien habillés avec des robes, des cravates. Tout avait l'air très joli. Donc nous nous sommes dit, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Peut-être qu'on devrait aller ailleurs. Mais on a vite compris qu'en réalité, ils reçoivent seulement un uniforme et qu'ils restent avec pendant 6 ou 7 ans. Lorsqu'on est arrivé, on a compris qu'en réalité, ils n'avaient rien du tout, que les murs de l'école sont gris et que personne n'allait les repeindre si nous ne le faisions pas. Donc nous pensons avoir apporté un peu de joie à ces enfants et nous sommes heureux de l'avoir fait. Une mission importante. Shahar Nahari et Maor Cohen, 2 ambassadeurs de très bonne volonté. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Namaste. Merci. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire namasté. C'est la fin de cette émission consacrée au Népal. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, restez focus.